Bien, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous accueillir ce matin à Bercy, une nouvelle fois, pourrais-je dire, pour la passation de pouvoir entre Olivier Dussopt et Gabriel Attal au poste ô combien stratégique de ministre délégué en charge des comptes publics. Je voudrais d'abord remercier très sincèrement Olivier Dussopt pour la qualité remarquable du travail qu'il a effectué depuis 2 ans au service des Françaises et des Français. Ce qui caractérise Olivier, c'est quoi? C'est la très grande rigueur, la connaissance parfaite des dossiers, l'efficacité, l'engagement sans faille au Parlement et auprès de nos compatriotes. Je suis certain, cher Olivier, que ces qualités exceptionnelles qui se manifestent à Bercy, sur les bancs de l'Assemblée nationale et du Sénat, aussi bien que sur ta terre d'élection à Annonay, te seront précieuses en tant que ministre du Travail, du plein emploi et de l'insertion. Tu as désormais la charge d'atteindre l'objectif qui a été fixé par le Président de la République pour notre pays, le plein emploi. Je suis convaincu que tu y parviendras. Je voudrais également profiter de cette passation de pouvoir pour remercier tous les autres ministres, tous les membres de cabinet qu'on oublie très souvent mais qui ne ménagent pas leur peine et qui ne comptent pas leurs heures, tous les directeurs d'administration centrale que je vois ici et que je remercie de leur présence, et surtout tous les agents du ministère pour leur présence et pour la qualité de leur travail. Je veux leur dire que nous formons ici, à Bercy, une très belle équipe et que l'esprit d'équipe doit rester la marque de fabrique de Bercy. Je m'y engage personnellement. Je voudrais féliciter également Agnès Pannier-Runacher pour sa nomination en tant que ministre de la Transition énergétique. Elle est là. Je suis persuadé que tu mèneras, là aussi avec beaucoup de professionnalisme, beaucoup de détermination, ta nouvelle mission, qui est absolument vitale pour la souveraineté de notre pays. Nous l'avons vu au cours de la crise ukrainienne, nous le voyons depuis des mois, la question énergétique est centrale pour la France. Et je suis très heureux qu'une personnalité de ton talent, qui a montré son engagement pour l'industrie française, pour la reconquête industrielle, hérite de ce portefeuille essentiel. Je remercie également Jean-Baptiste Lemoyne pour le travail effectué, pour son engagement, pour sa disponibilité auprès des TPE, des PME, des artisans, des commerçants, des professions indépendantes, de tous ceux qui font le tissu économique de notre pays. Et je n'ai pas de doute, cher Jean-Baptiste, que nous aurons l'occasion de travailler prochainement à nouveau ensemble. Un petit mot également sur Cédric O. Alors Cédric, c'est le ministre qui part avec un bilan exceptionnel. Il part avec un développement sans précédent de la French Tech, avec 25 licornes au compteur, là où nous aurions dû en avoir que 20. Donc je voudrais te remercier là aussi pour cet engagement, pour ces résultats obtenus au service des Français, car nous sommes tous ici au service des Françaises et des Français et comptables des résultats que nous obtenons. Félicitations enfin à Olivia Grégoire. Chère Olivia, tu hérites d'une lourde responsabilité comme porte-parole du gouvernement, où il faut peser chacun de ces mots tout en gardant le sourire. Je sais que tu feras ça parfaitement. Tu succéderas donc à Gabriel Attal, qui a été un grand porte-parole du gouvernement, et évidemment une des révélations du précédent quinquennat. Cher Gabriel, ton professionnalisme est connu de tous. Il te sera particulièrement utile dans ces nouvelles fonctions et dans les responsabilités écrasantes qui sont désormais les tiennes. Il s'agit de tenir les comptes publics de la France et ils seront tenus sous notre autorité avec Gabriel Attal. Je veux te dire, cher Gabriel, que tu rentres ici dans une maison exceptionnelle. Je commence à bien la connaître. Bercy est une maison exceptionnelle, avec des agents exceptionnels, de compétences, de technique, de dévouement, de sens de l'État, de connaissance et de maîtrise de l'intérêt général.
Je veux leur rendre un hommage appuyé et les remercier pour tout ce que nous avons fait ensemble depuis 5 ans et surtout tout ce que nous ferons dans les 5 années qui viennent. Rien n'est possible sans eux. Et rien n'aurait été possible, ni sur la crise du Covid, ni sur la lutte contre l'inflation, ni sur la réponse aux différentes turbulences que nous avons traversées, sans l'engagement irréprochable de chacun des agents du ministère de l'économie et des finances. Ce travail que nous avons conduit depuis 5 ans nous a d'ailleurs permis d'obtenir des résultats économiques solides. Je rappelle que nous avons fait baisser le taux de chômage au niveau le plus bas depuis 2008 et que nous avons créé, avec le président de la République et les premiers ministres, 1,2 million d'emplois pendant le quinquennat passé. Je rappelle que nous avons protégé massivement les entreprises, les salariés, contre les conséquences économiques de la Covid et que nous avons retrouvé plus vite que tous les autres pays européens notre niveau d'activité d'avant-crise grâce à l'efficacité de la relance. Je veux le dire à tous les Françaises et tous les Français qui doutent. Les résultats sont là. Nous avons fait de la France le pays le plus attractif en Europe pour les investisseurs étrangers. Et nous avons pris très vite la mesure de risque inflationniste. Nous avons, comme nous l'avons toujours fait depuis 5 ans, anticipé. Dès octobre 2021, nous avons mis en place un bouclier tarifaire sur l'électricité. Nous avons gelé le prix du gaz. Nous avons accordé une remise sur les prix du carburant. C'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir le taux d'inflation le plus faible de la zone euro. Une inflation à près de 5 %, c'est toujours trop. Et l'inflation est évidemment notre premier défi politique et économique. Mais je rappelle que cette inflation, elle est à près de 8 % en Allemagne, près de 9 % en Espagne et plus de 11 % aux Pays-Bas. Grâce aux mesures qui ont été voulues par le président de la République, le taux d'inflation en France est le plus faible de la zone euro. La politique de l'offre, la simplification de la vie des entreprises, la meilleure rémunération du travail, la baisse des impôts, tout ce qui avait été promis par le président de la République en 2017 a été fait et a donné les résultats attendus. Ce cap défini par le président de la République en 2017, renouvelé dans son projet de 2022, avec une attention particulière à la transition écologique, doit donc être maintenu. Et je veux le dire avec beaucoup de force et beaucoup de détermination. Seule la constance dans nos choix économiques fondamentaux nous permettra de garantir notre prospérité collective et de conserver notre rang de grande puissance économique. Le travail, les entreprises, la transition énergétique, l'innovation, voilà les choix économiques fondamentaux que nous avons faits et que nous continuerons de faire au cours des années qui viennent. Et je veux dire aussi, avec tout autant de gravité, en écoutant les uns, les autres, et la campagne des législatives qui bat son plein, qu'il n'y a rien à espérer, rien, des politiques qui vous promettent des lendemains qui chantent avec moins de travail, plus d'impôts et la collectivisation des entreprises. Cette politique se veut généreuse, elle est tout simplement dispendieuse et désespérante. Elle aurait un seul résultat, la faillite des Français. Et je ne pense pas un instant que nos compatriotes céderont à cette facilité. Je veux le dire là aussi avec beaucoup de force à tous nos compatriotes. Oui, la période économique dans laquelle nous sommes est difficile. Mais la France est bien armée pour y faire face. Non seulement parce que nous avons des résultats, les entreprises continuent d'investir, le chômage continue de baisser, la croissance résiste, mais aussi, et peut-être surtout, parce que nous sommes un peuple qui a montré, durant toute la crise de la Covid, la crise économique, je le rappelle, la plus brutale depuis 1929, notre capacité de résistance, de solidarité et de rebond.
Notre priorité, avec la Première ministre Elisabeth Borne, sera dans les prochains jours la protection des Français contre l'inflation. Je veux dire, à la fois comme membre du gouvernement, mais aussi comme élu local, à quel point l'augmentation générale des prix pénalise tous les Français. Je mesure à quel point elle affecte ceux qui travaillent, ceux qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur véhicule pour se rendre sur le lieu du travail ou pour exercer leur profession d'aide-soignant, d'assistante médicale. Je mesure à quel point la charge financière est lourde, difficile, angoissante pour des millions de nos compatriotes. Je mesure que l'augmentation des prix fragilise les ménages qui sont confrontés à la hausse des prix alimentaires, qu'elle alourdit la facture des entreprises, des patrons de PME, de TPE qui voient flamber le cours des matières premières dans le bâtiment, dans les travaux publics et ailleurs, quand elles ont encore accès à ces matières premières. C'est parce que nous mesurons ici parfaitement l'angoisse, l'inquiétude de nos compatriotes que nous voulons, avec Elisabeth Borne, avec Gabriel Attal, continuer à apporter une réponse forte à l'inflation. Dès demain, avec Gabriel Attal, nous nous attellerons à la préparation du projet de loi sur le pouvoir d'achat. Je veux être clair. Protéger le pouvoir d'achat des Français, cela passe d'abord par le travail et la bonne rémunération du travail. Et cette constante de la politique du Président de la République et de la majorité sera maintenue. Défendre le pouvoir d'achat, c'est évidemment également protéger contre l'augmentation des prix. C'est le bouclier tarifaire, c'est la ristourne, tous ces dispositifs que nous avons décidé de maintenir. Mais je veux être tout aussi clair, chacun doit participer à la lutte contre l'inflation. Tout ne peut pas reposer sur les épaules de l'État, parce que l'État, c'est la dépense publique, et la dépense publique, c'est l'argent des Français. Il faut donc que la charge soit équitablement répartie. Je recevrai donc dès lundi les acteurs économiques pour étudier avec eux comment ils peuvent eux aussi participer à la protection des Français contre la hausse des prix, que ce soit par la prime Macron, la prime défiscalisée qui permet d'augmenter les salaires, que ce soit par les salaires eux-mêmes, et je n'ai jamais caché depuis 2 ans quel point cette question des salaires, de la juste rémunération du travail était centrale dans notre capacité à maintenir la cohésion de la nation. Ou enfin, par des engagements de filière et de responsabilité entre les grands donneurs d'ordre et les plus petites entreprises. C'est tout cela que nous allons étudier dès le début de la semaine prochaine avec les acteurs économiques en mettant les sujets sur la table et en essayant d'y apporter les réponses les plus fortes possibles. Cette action-là, elle devrait être conduite en maintenant les 2 fondamentaux de notre stratégie économique. Le renforcement de la souveraineté industrielle et numérique, pour laquelle Agnès Pannier-Runacher s'est battue avec autant de détermination, et la maîtrise des comptes publics. La souveraineté industrielle, elle a toujours été notre priorité et elle nous a permis de renverser enfin la vapeur de la désindustrialisation du pays, qui a été un drame politique et un drame économique pour la nation française depuis plus de 30 ans. Nous voulons consolider le tissu industriel du pays. Nous voulons des usines, nous voulons des ouvriers, nous voulons des ingénieurs. Nous voulons que la France produise plus, mieux, en respectant nos engagements climatiques. Mais c'est un défi considérable parce qu'il en va de la prospérité de la nation française et il en va de la cohésion de nos territoires. Je l'ai dit à plusieurs reprises, quand une usine ferme, c'est une permanence du Rassemblement national qui ouvre. Je préfère que ce soit des usines qui ouvrent, des lieux de production et des sites industriels. Cette stratégie de souveraineté est encore plus indispensable à un moment où nous assistons à une redéfinition de la mondialisation. Là aussi, ne nous trompons pas et ne cédons pas aux illusions que présentent certains. La mondialisation ne va pas disparaître. Elle va changer. Et elle va changer, je l'espère, en mieux, en respectant les productions locales, en évitant les bilans carbone astronomiques, en nous permettant de retrouver plus d'indépendance économique. Le succès de notre pays
dans cette nouvelle étape de la mondialisation, doit reposer en priorité sur des PME et des ETI puissantes qui doivent être agiles, innovantes et compétitives. Le deuxième grand élément fondamental de notre stratégie économique, c'est la maîtrise des comptes publics. La maîtrise des comptes publics, elle fait partie de l'ADN de la majorité du président de la République. Je rappelle que nous avons rétabli les comptes publics dès la première année du quinquennat précédent, avec Gérald Darmanin, qui était à l'époque ministre des Comptes publics. Les dépenses que nous avons engagées pendant la période de la Covid, et que certains nous reprochent, en général les mêmes qui nous demandent de dépenser plus quand ils sont au Parlement, ont moins coûté à la France que la vague de faillite et de chômage que nous aurions pu subir sans cette protection. Les dépenses que nous engageons maintenant pour protéger nos compatriotes contre la hausse des prix sont également efficaces puisqu'elles nous permettent d'avoir ce taux d'inflation le plus faible de la zone euro. Mais ces dépenses ne nous empêcheront pas de respecter les engagements du président de la République sur la baisse indispensable de la dette publique et la réduction des déficits. Nous présenterons donc dans les prochaines semaines avec Gabriel Attal notre trajectoire de finances publiques pour le quinquennat qui traduira ces engagements. Cette action, enfin, sera animée par une ambition collective qui vous engage tous. Et je le dis au directeur de l'administration centrale, je le dis aux ministres qui travailleront sous mon autorité, je le dis à chacun des agents, qu'ils soient en service ici à Paris ou dans les services déconcentrés. Notre ministère doit être un ministère modèle en matière de transition écologique. Cela doit animer chacune de vos décisions, chacune de vos réflexions, de la première à la dernière, tout au long de la chaîne de décision. Et tous nos choix politiques ici, au ministère de l'économie et des finances, seront passés au crible de cette ambition et j'y veillerai là aussi personnellement. Bercy doit être un ministère vert, aussi vert que la Cour des ministres que nous avons réaménagée. J'en remercie la secrétaire générale. La décarbonation industrielle, les garanties du Trésor, les finances publiques avec le budget vert, la nature des investissements dans lesquels nous engageons de l'argent public, c'est une attente essentielle de tous nos compatriotes, en particulier les plus jeunes. Eh bien, nous devons y répondre parce que nous sommes ici au service des Françaises et des Français pour répondre à leurs attentes et les attentes en matière écologique sont absolument considérables. Nous devons faire plus, nous devons faire mieux et Bercy doit être un ministère modèle en la matière. Dans les années qui viennent, enfin, je resterai évidemment fidèle sur tous les sujets que j'ai indiqués, les comptes publics, la souveraineté industrielle, nos engagements européens, à la méthode qui a toujours été la mienne ici depuis le premier jour. Du dialogue, encore du dialogue, toujours du dialogue. Nous continuerons à dialoguer tous les jours avec tous les acteurs économiques de la nation. Je ne crois qu'au travail en équipe. Je pense qu'on est toujours plus intelligent à plusieurs que tout seul. Et je considère qu'il n'y a aucune vérité qui ne doit être confrontée aux avis, aux opinions, aux convictions des autres pour essayer de parvenir à un résultat qui soit le meilleur possible. Cela m'a guidé pendant 5 ans, cela continuera à me guider dans les années qui viennent. Enfin, d'un point de vue plus personnel, après 5 années passées ici au ministère de l'économie et des finances qui ont été un honneur, une fierté, mais aussi un bonheur personnel, je tiens à vous dire que j'aborde ce quinquennat avec encore plus d'enthousiasme, avec une ambition décuplée pour la France et la détermination de servir au mieux le président de la République, la France et les Français. Je vous remercie. Monsieur le ministre, cher Bruno, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le ministre délégué au compte public, cher Gabriel.
C'est avec beaucoup d'émotion que je suis devant vous aujourd'hui. Et c'est avec beaucoup de plaisir, cher Gabriel, que je t'accueille ici pour te passer les responsabilités qui sont les miennes en charge des comptes publics. Tu entres ici dans un ministère d'une qualité exceptionnelle, avec des agents dévoués, avec des services à la compétence inégalée. Et je sais combien c'est utile, car je sais l'ampleur de la tâche qui t'attend. Je sais la difficulté de certains choix, l'inconfort aussi, parfois, du rôle qui t'incombe désormais, celui de dire non, et ainsi de respecter les trajectoires qui sont arrêtées et les engagements aussi que la France a pris sur la scène européenne. Je le sais d'autant plus pour avoir eu à le connaître dans une période particulière, qualifiée de période de quoi qu'il en coûte, mais toujours avec la volonté de veiller à ce que les dépenses exceptionnelles engagées soient des dépenses qui ne soient pas pérennes, qui soient des dépenses utiles, qui soient des dépenses ciblées, massives pour être efficaces, mais en préservant à chaque fois que nous le pouvons la trajectoire pluriannuelle, la solidité des finances de la France, la qualité de notre signature. Je fais devant toi une promesse, qui est de garder quelques jours, peut-être même quelques semaines, avant de devenir un ministre dépensier. Et je m'engage à avoir en tête ce que j'ai pu dire à l'ensemble de nos collègues au cours des 2 dernières années, à chaque fois que je viendrai solliciter des crédits du nouveau ministre délégué aux comptes publics. Je te souhaite le meilleur, mais c'est un souhait tout en confiance, tant je sais combien tu seras bien accompagné, bien préparé par l'ensemble des services, des directions qui travaillent à Bercy et dans cette grande maison. Mesdames et messieurs, je quitte Bercy presque 5 ans après être arrivé ici, 5 ans avec vous. C'est une page de vie et je suis partagé entre 2 sentiments. Le premier est une forme de fierté. Fierté pour ce que nous avons accompli avec Gérald puis avec Bruno. Et je veux les remercier tous les deux. Te remercier Bruno pour tes mots, te remercier pour ta confiance, te remercier pour l'autonomie et l'indépendance presque que tu donnes à chacun des ministres délégués, des secrétaires d'État qui travaillent avec toi. C'est confortable parce que c'est efficace et que ça permet à chacun de donner le meilleur de soi-même. Je veux aussi remercier Gérald, avec lequel une complicité sans faille s'est nouée, lui en charge des comptes publics, pour ma part de la fonction publique, lorsque nous avions eu à porter ces réformes et déjà à préparer un certain nombre de décisions budgétaires. Je remercie l'ensemble des ministres de Bercy. Je te remercie Agnès, je te remercie Cédric, Jean-Baptiste, Olivia. Je pense aussi à Delphine, je pense à Alain, qui nous ont précédés ici, qui nous ont accompagnés ici. Et des remerciements tout particuliers à la fois pour la qualité, la cordialité, l'amitié des relations tissées entre nous, mais aussi, et je le dis non pas comme un conseil, mais comme une remarque à l'attention de Gabriel, pour le nombre de fois où j'ai dû vous solliciter pour me remplacer soit au banc de l'Assemblée nationale, soit au banc du Sénat, puisque nous avons cette caractéristique d'avoir 2 assemblées parlementaires qui parfois examinent les mêmes sujets en même temps. Et si le ministre délégué au compte public a en charge un sujet extrêmement transversal, il n'a pas encore le don d'ubiquité, en tout cas pas jusqu'à présent. Et c'est extrêmement utile de pouvoir compter sur des collègues qui ainsi nous remplacent, travaillent et assurent la présence de Bercy, la présence du gouvernement au banc. Une grande fierté aussi de ce que nous avons fait, car je crois que nous avons fait au mieux pour tenir les comptes publics malgré la crise, au mieux pour réformer et améliorer le service rendu aux usagers. Je pense bien sûr à la loi de transformation de la fonction publique, mais aussi au prélèvement à la source, ce que nous avons fait face à la crise. Cela a été rappelé par Bruno il y a un instant, mais je crois que Bercy, la grande famille de Bercy, a permis à l'État, et à travers l'État à la France, de tenir pendant la crise, de démontrer l'utilité du service public, l'utilité et l'efficacité d'une politique économique, l'utilité et le caractère essentiel de l'engagement des services qui sont les nôtres pour permettre à un pays frappé aussi durement que le nôtre l'a été, de tenir et de faire preuve de cette fameuse capacité de résilience, de rebond et de redémarrage de l'économie. Le deuxième sentiment, après cette fierté, celui de la reconnaissance. La reconnaissance pour vous tous et vous toutes, pour les directrices et les directeurs d'administration centrale, pour les membres successifs de mes cabinets, pour nos secrétariats, pour nos conducteurs, nos huissiers, pour les officiers de sécurité, les maîtres d'hôtel, les douaniers, les personnels de l'intendance qui, je peux en témoigner après ces 5 ans, nous choient. Et nous avons la chance ici, vous avez désormais la chance ici, de pouvoir compter sur chacun de ces agents, chacun de ces personnels et un dévouement intégral. Il n'y a pas de petit personnel, il n'y a pas de petit métier, il n'y a pas de petite fonction. Chacune des fonctions exercées ici est absolument essentielle et c'est une immense reconnaissance pour toutes et tous, car sans votre travail, l'action qui est la nôtre serait vaine et en tout cas condamnée soit à un caractère éphémère, soit à l'inefficacité. Permettez-moi aussi de remercier tout particulièrement mon équipe la plus rapprochée, mes cabinets successifs, mon secrétariat particulier,
J'ai pu compter dans les réussites comme dans les difficultés sur des équipes engagées, solides, bienveillantes. Et je dois dire que l'émotion et une forme de pudeur qui me caractérise m'interdit d'en dire plus à l'instant, mais ils savent, et je le répète, mon immense gratitude et mon éternelle reconnaissance. À l'heure où je rejoins un nouveau ministère, une nouvelle administration, de nouveaux enjeux, avec cet objectif du plein emploi, avec la nécessité de poursuivre des réformes pour faire en sorte qu'un certain nombre d'opérateurs, un certain nombre de politiques publiques soient plus efficaces, avec cette nécessité de consolider nos régimes de protection sociale et en tout particulièrement le régime des retraites, je peux vous assurer que les années que j'ai passées ici resteront un souvenir incroyable et que finalement, ce que j'ai pu faire en termes de dialogue social, de réforme pour la fonction publique et ensuite pour les comptes publics est certainement la meilleure des préparations dont je pouvais rêver et que je pouvais imaginer pour affronter ces nouveaux défis au ministère du Travail, du plein emploi et de l'insertion. J'ose un mot de conclusion pour dire que, pour celles et ceux qui nous regarderaient, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Bercy, dire que derrière nos hauts murs, derrière la froideur apparente de nos bâtiments, derrière une réputation assez méritée d'exigence et de rigueur, se cache une famille et une bienveillante tendresse. Et c'est avec cette tendresse que je vous quitte. Merci à tous. Mesdames, Messieurs les ministres, cher Bruno, cher Olivier, chère Agnès, chère Olivia, cher Cédric, cher Jean-Baptiste, Mesdames, Messieurs les directeurs et directrices d'administration centrale, Madame la secrétaire générale, Mesdames, Messieurs. Il n'est pas rare de lire ou d'entendre que Bercy serait une forteresse. Certes, le bâtiment impressionne, mais ce vocabulaire militaire ne me semble pas vraiment adapté. Car je doute que les forteresses réservent généralement un accueil aussi chaleureux que celui qui m'a été fait lors de mon arrivée. Je veux d'abord dire ma gratitude au Président de la République et à la Première ministre pour la confiance qu'ils m'accordent et pour l'honneur qu'ils me font. Au-delà de la fierté que je peux ressentir, c'est surtout l'esprit de responsabilité qui m'anime. Car le ministère des Comptes publics, c'est tout simplement celui de la promesse tenue. Celui des moyens dont la nation se dote pour transformer le quotidien. Celui où les paroles se transforment en actes, où les choix se transforment en faits. Ministère des comptes que l'on doit maîtriser, mais aussi celui des comptes que l'on doit rendre, à la représentation nationale comme à l'ensemble des citoyens. Cette exigence de transparence, héritée de 1789, est au cœur de notre pacte démocratique. Au lendemain et à la veille d'un vote, il me semble essentiel de le rappeler. Je parlais à l'instant de rendre des comptes. Au cours des 2 dernières années, j'ai tenté d'assumer cette mission en expliquant et en défendant les choix courageux qui ont été faits ici en termes de politique économique et budgétaire. Parce qu'une élection a eu lieu, le quinquennat qui commence est un mandat nouveau. Mais je tiens à souligner une chose. Lorsqu'il s'agit de l'intérêt de la France, il me semble que certaines continuités sont saines. Vous me permettrez donc de saluer l'action déterminée de ce ministère et de tous ceux qui le font vivre, et l'héritage de l'action résolue de mes prédécesseurs. Afin d'œuvrer pour améliorer encore et toujours la vie des Françaises et des Français, je saurais pouvoir m'appuyer sur les administrations de Bercy. Je veux ici saluer la qualité, la loyauté et le dévouement au service de nos concitoyens. Améliorer la vie des Français, c'est le cœur de leur mission, c'est désormais notre mission avec Bruno Le Maire. Nous le ferons dès les toutes prochaines semaines en poursuivant la lutte contre l'inflation avec un texte présenté au Parlement. Nous le ferons aussi grâce au formidable réseau territorial du ministère qui agit partout pour que l'État soit à la portée de tous. Partout sur le territoire, nos concitoyens sont en contact direct avec ce beau ministère, puisqu'ils peuvent voir l'action exceptionnelle de nos douanes qui exercent une mission indispensable au service des Français et de l'ensemble des agents de ce ministère qui sont au contact des Français.
Vous me permettrez aussi de saluer l'héritage et l'action résolue de mes prédécesseurs. D'abord celle de mon collègue Gérald Darmanin, qui a mené d'une main de maître la mise en place du prélèvement à la source. Cette réforme, qu'on nous disait impossible à réaliser, a constitué une avancée sociale majeure, tout autant qu'un choc de simplification pour les contribuables comme pour l'administration. Ensuite, la tienne, cher Olivier Dussopt, car tu as eu à affronter, aux côtés de Bruno Le Maire, le choc de la crise sanitaire et ses conséquences pour nos finances publiques. Durant toute cette période, je sais que tu n'as pas ménagé tes efforts, que tu as mobilisé tout ton talent et toute ton énergie pour prendre les bonnes décisions, pour tenir le cap dans la tempête. Je le dis, durant cette période de montagne russe, la politique du quoi qu'il en coûte a été, quoi qu'en disent certains, la politique du bon sens. Le bon sens, c'était d'apprendre les erreurs commises durant la gestion de la crise de 2008 et de comprendre que protéger coûte toujours moins cher que réparer. En vérité, dans la vie d'un pays comme dans la vie quotidienne, il y a des dépenses qui rapportent et des économies qui coûtent. Je veux en profiter à nouveau pour souligner le pragmatisme de cette politique conduite au plus fort de la crise, également mise en œuvre par une administration que l'on présente parfois comme prisonnière d'une pensée rigide. On imagine parfois des agents dans l'imaginaire collectif qui rechigneraient systématiquement à desserrer les cordons de la bourse. Il n'y a rien de plus faux. Et les Français l'ont vu. Les milliers d'entrepreneurs qui ont bénéficié d'aides directes ou de PGE, les millions d'automobilistes qui bénéficient de la remise carburant à chaque fois qu'ils font leur plein, les millions de contribuables qui ne payent plus leurs taxes d'habitation et qui bientôt ne payeront plus leurs redevances audiovisuelles. Bref, tous ces Français qui ont été soutenus, à qui nous avons rendu du pouvoir d'achat, tout en gardant l'œil rivé sur l'équilibre de nos comptes publics. Pendant la crise, je le redis une nouvelle fois, les agents de Bercy ont fait preuve d'une extraordinaire réactivité et d'une exceptionnelle inventivité qui nous ont été enviées dans le monde entier. Vous êtes une fierté française. Quand je parle de continuité rassurante, je pense à celle que tu incarnes, cher Bruno, dans ces temps marqués par les menaces sur le plan économique et géopolitique. Permets-moi de te dire mon amitié et la fierté qui est la mienne de servir les Français à tes côtés. Pour toi, Bruno, la politique, c'est l'action et c'est aussi le compagnonnage. Je suis fier et heureux d'entrer dans ce ministère à tes côtés, car au-delà d'une longévité remarquable à la tête de cette belle maison, je veux saluer la constance dont tu fais preuve dans la défense de principes essentiels. Des principes que le président de la République a rappelés et une nouvelle fois défendus ces derniers mois. Avec toi, cher Bruno, je souhaite m'engager très concrètement autour de 3 priorités. La première, à la tête de ce ministère à tes côtés, c'est d'être un artisan acharné de la tenue de nos comptes publics dans un contexte que l'on sait difficile. Cher Bruno, cher Olivier, vous avez remis la France sur les rails de la baisse des déficits et du désendettement. Nous devons tenir cette voie et je m'y emploierai. Il en va de la solidité de notre économie, de la confiance dans notre pays et de l'avenir de notre jeunesse. Mon deuxième engagement sera de me battre pour chaque euro dans le portefeuille des Français. Nous prendrons les mesures d'urgence qui s'imposent, notamment pour le carburant et les prix de l'énergie, et ce sera le premier défi de ce quinquennat, tu l'as rappelé, avec la loi sur le pouvoir d'achat qui sera présentée dans les prochaines semaines. Ces 5 dernières années, nous avons engagé une baisse d'impôts de 50 milliards d'euros. C'est considérable. Nous avons tenu la suppression de la taxe d'habitation. Nous avons réduit l'impôt sur le revenu, ramené le taux d'imposition sur les sociétés à 25% pour toutes les entreprises. Nous nous étions engagés à rendre de l'argent aux Français, à poursuivre le redressement de nos comptes publics, le renforcement de la compétitivité de notre pays. Nous l'avons fait. Nous continuerons les baisses d'impôts avec la suppression de la redevance audiovisuelle, la baisse des charges sur les indépendants ou encore la baisse de l'impôt sur les successions. Et plus largement, ce ministère donnera corps au cap fixé par le président de la République. Protéger les Français, toujours, et nous prendrons toutes les mesures qui s'imposent pour faire face aux crises et à l'inflation. Je veux m'engager enfin sur un combat sans répit contre la fraude. La fraude n'est pas seulement un manque pour nos finances et donc pour nos services publics, c'est aussi une trahison vis-à-vis de l'égalité républicaine et une injustice vis-à-vis des Français. Je serai donc à tes côtés, cher Bruno, le ministre de la tenue des comptes publics, le ministre du pouvoir d'achat et de la lutte contre la fraude. Maîtriser les comptes, maintenir notre crédibilité, protéger le pouvoir d'achat des Français, œuvrer pour un pays plus juste en luttant contre la fraude, voilà la feuille de route. Cher Olivier, cher Bruno, vous pouvez compter sur mon énergie et sur ma détermination pour continuer à défendre ces priorités. Et pour continuer à démontrer à nos concitoyens que ce ministère
n'est pas seulement celui des chiffres, c'est d'abord celui des choix, et le premier d'entre eux, c'est de protéger nos concitoyens. Je vous remercie.